Bonjour à toutes et à tous. Allez, il est 11h01. Je vous propose de démarrer afin de respecter le temps que nous avons ensemble ce matin. Hop. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire intitulé Impact en ligne, avis en ligne, pardon, l'impact de l'IA générative sur votre e-réputation. Et donc, nous allons parler de l'IA, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, vous le savez, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que l'IA c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que ça va trop vite, est-ce que ça va pas assez vite. Non, là, l'idée, c'est vraiment ce matin d'avoir une partie assez théorique où je vais reprendre quelques définitions et ensuite de faire du lien très concret avec la gestion de vos avis et vraiment mettre en lumière de manière neutre le mode de fonctionnement des IA génératives et dans quelle mesure cela peut vous permettre d'améliorer vos performances et de vous faire gagner du temps dans la gestion de votre e-réputation. Je vais commencer par me présenter et vous présenter Cusplace avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Cusplace. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Cusplace c'est une solution tout en un de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de ce qu'on appelle l'e-réputation des marques et aussi de mesure de l'expérience client. On fait ce métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée et nous accompagnons des clients grands comptes, vous le voyez sur la droite de l'écran, dans des secteurs d'activité divers et variés. On accompagne des grands réseaux dans le domaine de l'optique, mais aussi dans le domaine de l'habitat, de la rénovation. On travaille avec des banques, des assurances, des mutuelles. On est assez plurisectoriel. Nous avons des partenariats assez stratégiques avec notamment Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous donne la possibilité de multidiffuser les avis que nous collectons pour nos clients sur ces différentes plateformes. Et enfin, pour terminer sur la présentation de Cusplace, nous sommes doublement certifiés NF par la FNOR. Nous avons donc la norme française au niveau de la gestion des avis à la fois clients et aussi collaborateurs, ce qui est une vraie spécificité à Cusplace. Si je devais résumer notre métier en 5 grands points, c'est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots en proposant une plateforme qui permet de centraliser et de gérer toutes les sources d'avis. Grâce à nos partenariats, on arrive à remonter dans une seule et même boîte de réception l'ensemble des avis disponibles sur votre marque et on met aussi à disposition des outils qui vont permettre d'aller solliciter, d'être proactif dans la démarche pour demander l'avis à ses clients. En 3, on a la capacité de multidiffuser les avis qu'on collecte à 360 degrés via notamment les plateformes partenaires que j'évoquais dans la slide précédente. Et puis en 4, nous permettons à nos clients de mesurer l'expérience de leurs clients, le niveau de satisfaction. C'est très bien de pouvoir collecter et de diffuser de la data, mais pouvoir analyser les feedbacks des clients, c'est encore mieux, et pouvoir proposer des plans d'action et restituer ce niveau de satisfaction à travers plusieurs outils statistiques que l'on propose. Et enfin, nous accompagnons aussi les marques sur toute la partie optimisation de la visibilité en ligne, le large sujet du SEO. Voilà pour la présentation brève de Cusplace. Je vous propose sans plus attendre de passer au sommaire de ce matin. Donc, je l'évoquais en préambule dans cette première partie, nous allons voir des éléments assez théoriques. Donc, qu'est-ce que l'IA? Je vais essayer de vous donner quelques définitions. On va voir aussi les chiffres intéressants à connaître, notamment les chiffres en lien, qui font du lien entre l'IA et la gestion des avis. Nous verrons aussi ce qu'est l'IA générative, qui est un sous-domaine de l'IA, qui est un domaine plutôt de l'IA. Et puis dans la deuxième partie, on va rentrer dans le concret. On va voir les avantages que peut avoir l'intelligence artificielle pour la gestion de vos avis au quotidien. On verra évidemment les limites aussi. Et puis nous verrons des exemples concrets de réponses proposées par les outils d'intelligence artificielle générative. Et enfin, je terminerai par quelques recommandations, quelques conseils que je peux vous apporter. Quelle est la bonne stratégie finalement à adopter grâce à ces nouveaux outils, encore une fois, qui vont vous permettre de gagner du temps et d'être plus performant. Donc la première partie, qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que l'IA générative? Alors je trouvais ça amusant, intéressant de demander justement à l'IA ce qu'était une IA. Et donc finalement,
de se définir elle-même. Alors j'ai demandé à ChatGPT, vous en avez vraisemblablement entendu parler, vous avez peut-être même testé vous-même, et puis j'ai posé la même question aussi à Gemini, qui est le service d'intelligence artificielle générative proposé par Google. Voici la question que je leur ai posée. Donc, Hello, peux-tu me donner une définition simple de l'IA? Voici la réponse de ChatGPT. Bien sûr, l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine. Cela inclut la capacité de comprendre, et c'est là où ça devient intéressant, d'apprendre, de résoudre des problèmes et même de prendre des décisions. J'y reviendrai après en détail sur ce côté apprentissage. En gros, c'est une discipline qui vise à créer des programmes informatiques capables de penser et d'agir comme des êtres humains, voire même de surpasser les capacités humaines dans certains domaines. Voici la réponse du concurrent à ChatGPT, donc Gemini. Bien sûr, l'intelligence artificielle ou IA est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables d'imiter les capacités cognitives humaines. En d'autres termes, l'IA permet aux machines de penser et d'agir comme des humains, ou du moins de le faire pour des tâches spécifiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux outils concurrents, je le disais, mais finalement, dans la structuration la structure de la réponse, l'architecture de la réponse, c'est sensiblement la même chose. Les deux outils vont même jusqu'à reprendre les mêmes termes. Hein. Vous voyez, ça démarre avec bien sûr, point d'exclamation, l'intelligence artificielle, etc. Et les définitions sont à peu de choses près, sensiblement les mêmes. Si je peux vous donner notre définition, qui serait un résumé de résumé et donc une synthèse finalement de ces deux définitions, c'est que l'IA est la simulation de l'intelligence humaine par des machines. Ça nous amène aux quelques chiffres clés qui me paraissaient intéressants de vous communiquer ce matin pour faire un lien entre l'IA et la gestion de vos avis clients. Aujourd'hui, c'est déjà 42% des entreprises qui utilisent l'IA pour gérer les avis clients. Et c'est même 50% des entreprises qui utilisent l'IA générative pour aller créer des réponses à leurs avis clients. Ce qui signifie que si vous consultez régulièrement des avis en ligne, eh bien, il y a fort à parier qu'une majorité des réponses que vous pouvez consulter sur ces avis soient proposées par l'IA. Et ce que ça va permettre, c'est évidemment de réduire le temps de traitement de ces avis et donc d'augmenter la satisfaction client à hauteur de 10%. Pourquoi ça vous permet de réduire le temps de traitement? Parce que l'IA générative fonctionne très bien pour les réponses aux avis positifs. J'y reviendrai après en détail. En général, lorsqu'on sollicite ces clients, on a plutôt une majorité d'avis positifs. Et donc, le fait d'automatiser ces réponses va vous permettre de vous rapprocher d'un taux de réponse de 100% et vous permettre de vous concentrer sur les avis négatifs. J'y reviendrai en détail. L'IA est un très bon outil pour vous permettre de prendre de la hauteur sur les réponses aux avis négatifs sans forcément déléguer cette tâche à 100% en gardant un certain contrôle et une expertise humaine pour ces réponses à des avis qui seraient mitigés ou négatifs. Encore une fois, j'y reviendrai en détail juste après lorsqu'on prendra des exemples concrets. Maintenant, pour vous présenter l'IA générative, je l'évoquais en préambule, c'est un domaine de l'IA qui se concentre sur la création de nouveaux contenus. Cette intelligence artificielle va utiliser des données existantes telles que du texte ou du multimédia, c'est-à-dire de l'image, de la musique, de la vidéo, etc., pour créer ses propres contenus. Pour vous prendre une image, on va imaginer un peintre qui aurait étudié des milliers de tableaux de maîtres et donc qui s'inspirait de ses œuvres pour pouvoir ensuite créer de nouveaux tableaux uniques, mais qui s'inscriraient dans le même style. Eh bien, c'est un peu l'idée derrière l'IA générative. Et donc, plusieurs possibilités de contenu, plusieurs types de contenus qui peuvent être créés par ce domaine de l'IA. Je l'évoquais, le texte, évidemment, où on a vu émerger, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, ChatGPT et plus récemment son concurrent Gemini, qui sont peut-être les deux outils les plus utilisés aujourd'hui par le grand public, tout du moins pour la génération de texte. Mais on a aussi la possibilité, je le disais, de générer des images, désormais de la musique et même de la vidéo. Alors pour les images, on a toujours développé par OpenAI, qui est l'entreprise qui développe ChatGPT. Ils ont développé leur offre DALL-E, qui permet donc de créer des images. Et plus récemment, ils ont sorti leur service Sora,
début 2024 qui permet de générer de la vidéo. Et on pourrait citer pour la génération de musique, pour la création plutôt de musique, Sanjo, qui est une branche qui est développée plutôt par Google AI, qui est donc la branche d'intelligence artificielle de chez Google. Et enfin, je pourrais citer un autre acteur. Alors, il y en a évidemment une multitude, hein, c'est pas l'objectif de ce webinaire de tous les citer, mais on pourrait citer Mistral AI, qui est une société française qui a été créée il y a un petit peu moins d'un an maintenant. Maintenant, pour bien comprendre le mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de magie en quelque sorte. Il faut que l'IA ait accès à un système d'information, il faut qu'elle ait accès à des données pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir vous proposer un contenu pertinent. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il va falloir lui donner un certain nombre d'instructions afin d'obtenir en retour un contenu. Et c'est ce qu'on va appeler le prompt. Et plus un prompt, donc c'est un système, enfin c'est plutôt des instructions que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Et plus vous donnez un prompt qui est précis et détaillé, et meilleurs, évidemment, seront les résultats proposés par l'intelligence artificielle. Donc, ce type de détail et de contenu, ça va être, par exemple, orienté si vous souhaitez, si on est sur un contenu écrit, est-ce que vous souhaitez rédiger un article de blog, un communiqué de presse, une publication sur vos réseaux sociaux. Il va falloir lui donner cette indication. Il va falloir lui donner aussi le style et le ton que vous souhaitez adopter. Est-ce qu'on est sur un ton plutôt formel? Est-ce qu'on est sur un ton humoristique? Est-ce qu'on est sur un ton léger, etc. Éventuellement donner des mots-clés aussi spécifiques et des éléments que vous souhaiterez voir apparaître dans le contenu proposé par l'IA. En résumé, en synthèse, le prompt va agir comme un pont finalement entre vous et l'IA, et en lui communiquant vos idées et en l'aidant à produire tout simplement le résultat que vous souhaitez. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de magie. La pertinence du contenu créé va vraiment dépendre de ces deux éléments, à savoir la base de connaissances à laquelle l'outil a accès. Est-ce que c'est une base de connaissances privée dans une entreprise? Est-ce que c'est l'entièreté du web? Et le deuxième élément, c'est le prompt que vous allez définir et donc les instructions que vous allez lui donner. Pour illustrer ce propos et donc pour mettre en image, c'est le cas de le dire, ce que je viens d'évoquer, on s'est prêté au jeu de demander à DALL-E, donc qui est, je l'évoquais, hein, le service proposé par OpenAI pour la génération d'images. Et voici le prompt qu'on lui a donné. Peux-tu créer un tableau qui combine ces trois styles artistiques, l'impressionnisme, le pop art et le baroque? Et le tableau doit être une peinture à l'huile d'une scène de danse à Paris sous un ciel étoilé. Et donc, je vous laisse admirer ce qui a été généré par l'IA. On dit toujours une image vaut 1000 mots. Et donc, voici le résultat. Sans transition, ça nous amène à la deuxième partie de ce webinaire. On va essayer de rentrer dans le concret et donc de voir les avantages et les limites. Maintenant qu'on a compris le mode de fonctionnement de l'IA et notamment de l'IA générative, et on va voir aussi les cas d'usage et des exemples très concrets de réponses à des avis à la fois positifs et aussi négatifs. Alors, dans un premier temps, l'avantage que va vous apporter l'intelligence artificielle dans la gestion de vos avis, ça va être la compréhension finalement des besoins de vos clients. Grâce à l'IA, vous allez réussir à capter l'essence des retours des clients, les analyser vraiment finement et pouvoir mettre en lumière, l'IA vous permettra de mettre en lumière les signaux faibles, on peut appeler aussi les pain points, les irritants, les points de friction et aussi bien évidemment les points forts, les éléments pour lesquels vos clients sont très satisfaits, donc les choses à maintenir et à mettre en avant. Mais l'outil va plus loin et vous permettra de détecter aussi des tendances émergentes, d'anticiper les futurs besoins et donc par la force des choses de réussir à maintenir un niveau de compétitivité et d'innovation, ce qui vous procurera un avantage bien sûr concurrentiel et aussi de pouvoir ajuster les offres pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs. De manière automatisée, l'outil, ça nous amène à la slide suivante, mais l'outil arrive à proposer une classification avancée des avis grâce à un système de libellé. Les entreprises peuvent rapidement identifier les points forts et les points faibles, hein, je l'évoquais juste avant, en se basant sur des aspects spécifiques, tels que la qualité de nos produits, la réactivité du service commercial, le
SAV, les délais de livraison, etc. Et donc, cette segmentation va vraiment offrir une vision précise et détaillée de la performance de votre entreprise à travers les yeux de vos clients. Et c'est en ce sens que l'outil prend toute sa pertinence. Pour vous donner un exemple concret, nous, chez Cusplace, on a développé une approche assez méthodique qui est centrée sur l'attribution de libellés spécifiques qui vont correspondre à un secteur d'activité. Il y a évidemment des libellés qui sont communs à tout type d'activité, comme le prix, la qualité, mais certains sont évidemment spécifiques selon la nature de son activité. Et donc, ça nous permet de catégoriser avec précision les avis selon des critères bien définis, ce qui va faciliter ensuite l'analyse du verbatim, l'analyse du contenu, et permettre de restituer de manière automatisée les points forts, les points faibles, et permettre de pouvoir prendre des plans d'action assez concrets pour remédier éventuellement certains dysfonctionnements en interne qui auraient été détectés justement par les clients. Autre avantage que procure l'IA générative, ça va être au niveau de la gestion des réponses et de manière automatique. On avait avant l'IA ce qu'on appelait les technologies, qu'on a toujours d'ailleurs, les technologies de compréhension du langage naturel, ce qu'on appelle aussi le NLP, le Natural Language Processing, qui permet donc de comprendre le sentiment d'un avis et en fonction de ce sentiment, si on est par exemple sur un avis positif, aller piocher dans une bibliothèque avec des réponses prédéfinies déjà créées en amont. Maintenant, la limite de système, c'est qu'on doit paramétrer et que eh bien, les réponses, même s'il y a plusieurs templates, seront toujours les mêmes. Maintenant, avec l'IA, on arrive à avoir des réponses hautement personnalisées. L'IA générative peut analyser le contenu vraiment spécifique de chaque avis pour générer des réponses qui vont être sur mesure et qui répondent directement aux points soulevés par le client, qui permet de lui offrir une expérience ultra ou hautement personnalisée. Ça permet également d'avoir une consistance au niveau de son image de marque. En intégrant des directives et un paramétrage spécifique de l'IA, on va avoir des réponses générées qui restent cohérentes avec le ton qui aura été indiqué. On l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on reste sur un ton très professionnel? Est-ce qu'on reste sur un ton plus léger, avec une pointe d'humour? Tout ça est évidemment paramétrable et on va pouvoir aussi véhiculer ses valeurs, sa culture à travers les réponses proposées. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion d'apprentissage. Souvenez-vous, dans la définition de l'IA, il y a cette notion où l'outil apprend de manière continue. Et donc, au fur et à mesure des interactions, la qualité des réponses sera de plus en plus pertinente et l'outil permet donc de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et enfin, dernier élément, mais que j'aurais peut-être dû citer en premier, ça va vous permettre de réduire votre temps de traitement des réponses. Je vais y venir après, rassurez-vous, avec des exemples très concrets d'avis positifs et négatifs et de réponses proposées par l'IA. Mais l'outil fonctionne très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne très bien sur les réponses aux avis positifs parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Et je le disais, si on sollicite la majorité de ses clients, a priori, vous aurez une majorité d'avis positifs et une faible quantité d'avis négatifs. C'est un peu le but de la manœuvre. Et donc, le fait d'automatiser les réponses aux avis positifs, ça va vous faire gagner du temps, ça fonctionne très bien et ça va vous permettre de consacrer le temps gagné sur la gestion des avis négatifs, où là, je vous conseillerais de garder un contrôle humain sur l'intelligence artificielle et d'avoir une relecture et de ne pas déléguer à 100% les réponses automatisées sur cette typologie d'avis. Par contre, je recommande de le faire, évidemment, pour les avis positifs, puisque vous avez bien souvent des volumes importants chaque semaine ou chaque mois, et donc répondre à tous les avis peut être une tâche assez chronophage, notamment pour les avis positifs. Et donc, ça fonctionne très bien, encore une fois, de pouvoir déléguer cette tâche à l'intelligence artificielle générative. Autre avantage que vous pouvez avoir grâce à ces outils, ça va être d'analyser l'intégralité de la data collectée, donc de l'ensemble des feedbacks que vous aurez collectés auprès de vos clients et de pouvoir l'utiliser pour créer de nouveaux contenus, de créer par exemple de nouvelles pages produits plus adaptées
aux besoins et aux demandes de vos clients, donc qui permettront d'avoir ensuite de meilleurs taux de conversion, ou encore de créer des foires aux questions, des FAQ, qui soient très pertinentes, puisque inspirées directement des questions ou des demandes que l'on retrouve au sein de vos avis clients. Voilà, je vous propose de passer à la partie exemple. Donc, je l'évoquais dans la partie 1, 2 points importants, hein. Pour rappel, il faut que l'IA ait accès à une base de connaissances assez exhaustive, assez complète, et il faut ensuite lui donner des directives assez claires et assez détaillées afin d'avoir le contenu le plus pertinent possible. Donc pour ça, on va lui demander un type de tâche. Là, en l'occurrence, on va lui demander de répondre aux avis de nos clients. On va lui indiquer aussi le rôle à jouer. Le rôle à jouer sera le responsable, par exemple, du service client, du service consommateur. On va lui indiquer un ton souhaité. Souvenez-vous, est-ce qu'on veut être plutôt dans un ton léger, un ton très professionnel, etc. Et également des instructions sur la structure de la réponse. Voici un exemple de prompt complet. J'aimerais que tu m'assistes dans la formulation des réponses aux avis de nos clients. En tant qu'agent du service client de notre entreprise, opérant dans tel secteur d'activité, notre but est de répondre de manière succincte et efficace tout en prenant en compte le contenu des avis, qu'ils soient élogieux ou critiques. Il est important de conserver une communication qui reflète le caractère à la fois cordial et professionnel de notre marque. Chaque réponse devrait commencer par une salutation personnalisée au client, par son prénom, suivi d'une expression de gratitude pour l'effort de partager son expérience. Face à un retour négatif, invite le client à nous contacter via cette adresse mail ou ce numéro de téléphone afin de discuter d'une résolution satisfaisante et atténuer sa frustration. Pour les retours positifs, exprime notre reconnaissance pour leur avis favorable et encourage-les à nous visiter de nouveau bientôt. Les réponses devraient être concises, ne dépassant pas 100 mots. Donc là, vous voyez, c'est assez complet. On a vraiment bien bordé notre besoin. Donc, on va livrer ça à, par exemple, ChatGPT là pour illustrer, mais ça pourrait être via d'autres outils, évidemment. Et on va ensuite lui donner les avis. Donc, le premier avis, positif, très belle expérience lors de ma première visite, l'équipe est géniale et attentionnée, les conseils sont de qualité, les prix sont très intéressants, notamment grâce à de nombreuses offres en boutique. Je recommande. Un avis positif assez classique, qui est toujours plaisant en tant que marque. Et voici la réponse proposée donc par l'outil, cher prénom du client. Donc là, on respecte bien ce qu'on lui a demandé d'appeler le client par son prénom. Merci beaucoup pour votre retour positif. Nous sommes ravis que votre première visite ait été une belle expérience grâce à notre équipe et nos efforts. Votre recommandation nous honore. Au plaisir de vous revoir bientôt cordialement. Donc là, on a toutes les données, hein, je me répète, mais on reprend tout d'abord le prénom du client, on remercie, on a détecté que l'expérience était positive et donc on incite indirectement à faire revenir le client rapidement en boutique ou sur le site internet. Là, c'était plutôt la partie facile, encore une fois, pour un avis positif. Maintenant, ça se corse un petit peu avec un avis négatif. Potentielle nouvelle cliente, j'ai accompagné une amie, opticienne désagréable, impossible de regarder les lunettes pour un problème de mutuelle qu'elle aurait dû régler elle-même. Nous n'étions pas les bienvenus, mauvaise expérience. L'intérêt de répondre à un avis négatif, il est multiple. Le premier sera de permettre éventuellement de récupérer ce client. Parfois, vous avez, je dis bien parfois, des clients qui souhaitent attirer votre attention suite à une mauvaise expérience, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus à tout jamais. C'est un cri d'alerte et ils attendent des éléments concrets, des solutions de votre côté. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est perdu à tout jamais. Dans certains cas, évidemment, il est perdu, ce sera compliqué de le récupérer, mais il faut quand même garder en tête, et ça m'amène au deuxième point, que le fait de répondre est aussi important pour les futurs clients qui vont venir, et donc les internautes qui vont venir lire vos réponses. Aujourd'hui, on est aguerri sur ce sujet des avis et on accorde autant, quand je dis on, en tant qu'internaute, autant d'importance à une réponse plus qu'à l'avis en lui-même. Pourquoi? Parce qu'on sait que certains clients peuvent être de mauvaise foi, et donc c'est vraiment la réponse proposée par le propriétaire ou par la marque qui peut être importante et qui peut déclencher éventuellement une prise de contact ou un acte d'achat. Donc toujours bien garder cet élément en tête. Et ça m'amène donc à la réponse qui va être proposée par l'IA et qui va vous permettre de ne pas finalement réagir
à chaud avec vos émotions et c'est jamais plaisant, disons-le, de recevoir une critique et parfois d'avoir un ton peut-être un peu agressif ou inapproprié. Eh bien, l'outil va vous aider à prendre une certaine hauteur puisqu'on l'aura paramétré en amont et l'outil, contrairement à nous humains, ne réagira pas avec ses émotions. Et donc, voici la réponse qui sera proposée à cet avis. Cher, toujours le prénom de notre client, nous sommes sincèrement désolés d'apprendre que votre expérience avec notre entreprise n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Nous comprenons votre frustration et regrettons profondément les manquements de communication dont vous avez été victime. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on est dans l'empathie. On reconnaît qu'il y a eu un dysfonctionnement et on va s'en excuser ensuite. Mais là, tout de suite, ça permet de faire retomber le soufflet et de dire au client, on comprend, vous avez raison, en quelque sorte, il y a pu avoir à un moment donné un problème et ensuite, donc, on s'en excuse. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour le désagrément subi. Et ensuite, il faut amener du concret. Il suffit pas de reconnaître, d'être empathique et de s'excuser. Il faut ensuite amener une solution concrète. Et la solution, souvenez-vous, on l'a paramétrée. On a dit, en cas d'avis négatif, eh bien, tu vas proposer au client de contacter telle adresse email ou tel numéro de téléphone afin de pouvoir trouver une solution et de trouver une réponse satisfaisante au client. Et puis on termine quand même par nous vous remercions de votre compréhension, espérons avoir l'occasion de vous faire changer d'avis. On essaie de finir sur une note positive pour essayer d'inverser en quelque sorte la vapeur. Donc là, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idée de l'outil va vous permettre de prendre de la hauteur et de ne pas forcément répondre tel quel, de faire un copier-coller, mais plus vous permettre de ne pas réagir trop à chaud, même s'il faut répondre assez rapidement. Pour un avis négatif, moi je vous conseille de répondre sous 24 heures maximum, et pour les avis positifs, entre 24, on va dire, et 48 heures. Il y a moins d'urgence à répondre évidemment à un avis positif. Donc quoi qu'il en soit, l'outil, je le disais, vous sera une bonne source d'inspiration et vous permettra de ne pas réagir et répondre avec vos émotions, tout en gardant en tête que c'est bien quand même de fournir des éléments complémentaires qu'un collaborateur pourrait avoir en sa possession, que l'IA ne posséderait éventuellement pas. Si c'est un client qu'on a eu au téléphone juste avant, ou qu'il y a des informations qui sont passées sans forcément que l'IA en ait connaissance, bah, évidemment, ce ne sera pas intégré. C'est pour ça qu'il y a cette notion de contrôle et d'avoir cette relecture qui me paraît évidemment indispensable, et donc de ne pas automatiser à 100% les réponses, aux avis négatifs. Voilà un exemple concret. Ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, pardon, il fallait passer via les outils comme ChatGPT ou Gemini. Et si vous devez, à chaque fois que vous recevez un avis, faire un copier-coller, aller sur l'outil, générer une réponse, recopier-coller la réponse, recopier la réponse et ensuite venir la coller pour répondre à avis, tout ça vous prendra évidemment du temps. Donc le but est de passer via une solution où tout cela est directement intégré et où les réponses, notamment pour les avis positifs, peuvent être générées automatiquement sur l'avis en question. Sinon, ça vous fera perdre du temps, évidemment. Maintenant qu'on a vu donc le côté, jusqu'à maintenant, j'ai surtout parlé des qualités, on va dire, des avantages, mais il y a un certain nombre de limites quand même à l'IA générative, et notamment au niveau de la qualité et la précision des données. Je l'évoquais plusieurs fois au cours de cette présentation, les IA génératives vont dépendre, en tout cas la qualité des réponses fournies va dépendre de la base, de la diversité et de la base de connaissances à laquelle l'IA a accès et sur laquelle elle a pu s'entraîner. Et donc, si les données sont limitées ou biaisées, et ben forcément, le contenu qui va être proposé par l'IA le sera aussi. Hein, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de magie. Et bien là, c'est très concret. On peut être tout à fait hors sujet si la base, encore une fois, de connaissances à laquelle votre IA a accès est elle-même limitée. Ensuite, ça va être au niveau de la créativité. Les outils d'IA générative sont excellents pour la limitation, pour répéter des schémas ou des motifs déjà existants. Maintenant, pour créer quelque chose de vraiment nouveau de A à Z, ça peut être un peu plus mitigé ou tout du moins contesté. Il y a aussi une compréhension du contexte et des nuances qui peut être parfois limitée. L'IA peut avoir du mal à saisir un contexte social, émotionnel ou culturel.
Donc, ça peut amener vraiment des réponses parfois hors sujet et donc produire du contenu même parfois très inapproprié ou qui va manquer de profondeur. Il y a un point qui est souvent évoqué aussi, c'est le manque de transparence, que les fonctionnements, le fonctionnement de ces IA génératives peut être relativement opaque. Et d'autres points qui ne sont pas indiqués sur la slide, mais c'est le côté aussi juridique. Voilà, l'utilisation de l'IA générative peut soulever des questions juridiques, comme notamment le droit à l'auteur, la propriété intellectuelle, où partent les data, est-ce qu'elles sont réutilisées ensuite? C'est des questions auxquelles le législateur pour lesquelles le législateur ne s'est pas encore positionné parce que tout ça évolue très vite, mais il va falloir avoir des réponses assez rapidement parce que c'est des sujets qui sont évidemment essentiels. Et enfin, un autre point qui amène certaines limites à l'outil, c'est le côté consommation d'énergie. C'est vraiment un modèle ce sont des outils qui sont très énergivores. Pour vous donner un exemple, la génération d'une image, telle que j'ai montré tout à l'heure, notre fameuse danse à Paris sous un ciel étoilé, eh bien, va consommer autant d'énergie qu'une ampoule qui resterait allumée pendant 10 heures, pour simplement générer une image. Autre point, si on génère un texte d'environ 500 mots pour un article de blog, par exemple, eh bien, ça va consommer autant d'énergie qu'un cycle d'une machine à laver. Donc voilà, ça a quand même un certain nombre d'inconvénients et il est, à mon sens, intéressant de les avoir en tête. Enfin, pour terminer ce webinaire, quelle est finalement la synthèse de tout ce qu'on a évoqué et quelle stratégie peut être gagnante et peut-être rapidement mise en place de votre côté? Alors, ça va être d'utiliser l'IA, mais peut-être avec parcimonie pour la gestion de vos réponses et surtout l'utiliser pour les réponses aux avis positifs, de pouvoir automatiser pour gagner du temps et répondre à l'ensemble de vos clients, ce qui permettra de créer du lien, d'améliorer la satisfaction, etc. Par contre, pour les avis négatifs, on l'a vu, mais ça peut être un outil qui vous donne de l'inspiration, qui vous force à rester professionnel, sans pour autant déléguer à 100% et garder quand même un certain niveau de contrôle. Ça va être d'avoir un suivi humain. Évidemment, c'est un outil qui va vous faire gagner du temps. On l'a vu dans la classification des avis, dans l'analyse, dans les réponses, mais il doit être évidemment maîtrisé par l'humain, notamment au niveau du prompt, au niveau du besoin, afin d'éviter que ça parte évidemment dans tous les sens ou même d'avoir des réponses hors sujet. Et l'idée, je l'évoquais aussi, c'est de pouvoir vous doter d'une plateforme où tout est intégré. Parce que finalement, l'outil est censé vous faire gagner du temps, mais si vous devez vous connecter sur ChatGPT ou sur Gemini et faire des copier-coller pour obtenir des réponses, tout ça peut finalement vous rajouter du travail plus que vous faire gagner du temps. Et donc, l'idée est peut-être d'intégrer une plateforme où tout cela serait déjà intégré. Voilà la synthèse de cette présentation. Il est 11h34, j'ai dépassé un petit peu le timing, mais si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas, je peux les prendre dans le chat. J'espère que cette présentation vous aura été utile. J'ai essayé de faire vraiment du lien entre notre domaine de gestion des avis et celui de l'IA, parce que je sais, encore une fois, comme je l'évoquais en introduction, que c'est un sujet dont vous avez probablement entendu parler énormément. Et donc, j'espère que cette présentation vous aura amené des éléments concrets pour gérer votre e-réputation. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, bonjour Manon, est-ce que la présentation nous sera envoyée? Oui, on propose toujours un replay sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller la consulter. Il y a d'autres vidéos sur d'autres thématiques, toujours en lien avec la gestion de l'e-réputation. Alors, on a une autre question. Bonjour, est-ce que Dolly est gratuit? Alors, Sabrine a répondu. Tout dépend des versions. Vous avez des versions gratuites, alors qui demandent toujours de créer un login, un mot de passe, de s'inscrire évidemment, et d'autres versions payantes. C'est la même chose avec ChatGPT. Vous avez la version 3, je crois, qui est gratuite, et la version 4 qui est payante. J'ai déjà eu le cas d'un client qui me dit que ses réponses sont trop robotisées, même en les personnalisant selon le contexte, plus désagréments que le client a rencontré, car les formulations se ressemblent très souvent, comme par exemple « nous sommes sincèrement navrés », ce désagrément. Et dans ce cas-là, comment faire, s'il vous plaît? Oui, c'est là où l'outil a ses limites, Manon. Vous avez raison de le spécifier.
on l'a vu hein, avec en introduction, quand j'ai demandé à Gemini et ChatGPT de me définir ce qu'était une IA, les réponses qui sont sensiblement les mêmes, les termes qui sont repris sont les mêmes. Et donc, quand on connaît un peu la mécanique, on peut déceler dans certains cas que c'est une IA qui a répondu. Et c'est là où il y a les limites, et c'est là où la personnalisation et la patte, si je peux dire ça comme ça, humaine, peut vraiment avoir son sens et être pertinente. Alors, quel est le coût de l'IA? Bonjour Mélanie. Chez Cusplace, on l'a intégré directement dans la plateforme. Voilà, donc on pourrait en discuter si vous voulez, mais c'est intégré dans nos offres un peu plus en détail si vous voulez à l'issue de ce webinaire. Ça va dépendre de l'offre, de la volumétrie d'avis, de sollicitations mensuelles, ça va dépendre de plusieurs éléments. Y a-t-il moyen d'intégrer la solution de rédaction automatique des avis par ChatGPT ou Mistral AI directement sur votre plateforme Cusplace? Bonjour Nicolas, merci pour cette question. Alors, on a nos outils, on a fait des intégrations. On va pas vraiment laisser le choix au client de choisir la technologie derrière à laquelle on est connecté, mais on va utiliser plusieurs IA au cas où l'une tomberait en panne. Ça permet d'avoir du backup, donc on n'est pas forcément branché qu'à une seule solution, mais à plusieurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Très bien, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez continuer cet échange, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires qui vous reviennent une fois notre échange terminé. Je vous laisse mon adresse mail directe. N'hésitez pas à m'écrire. Ce serait avec grand plaisir que je vous apporterai des éléments de réponse. Manon, on a une dernière question. Merci pour votre... Est-ce que d'autres webinaires sont prévus? Oui, alors on organise un webinaire tous les mois. On essaye de tenir ce rythme, sauf pendant l'été, hein, en juillet, en août, mais sinon, les 10 mois restants de l'année, on en organise un par mois, en général en fin de mois, le jeudi. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur cusplace.fr. Dans le footer, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et on vous envoie toutes les informations par mail, en général une dizaine ou une quinzaine de jours avant le webinaire avec le contenu, la date exacte. Voilà, merci à toutes et à tous de votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.